très plaisir pour des millions de raisons de présenter donc Christophe Miller. Christophe est directeur de recherche émérite du CNRS en France. Il est membre du Centre de recherche en gestion à l'École polytechnique. Et puis Christophe nous a gratifié durant sa carrière de magnifiques ouvrages qui nous ont fait réfléchir sur la gestion de projet, mais aussi sur le management d'innovation, avec un nombre extraordinaire de faits que j'appelle stylisés ou d'exemples extraordinaires, iconiques. Le premier, c'était avec la Twingo, donc le projet Twingo, qui était plutôt un projet orienté vers le design to cost, qui a changé la vision de beaucoup de gestionnaires de projets dans le domaine de l'automobile dans les années 90. Ce livre-là, je crois que vous le savez tous, a été traduit dans toutes les langues du monde, je pense. Sauf l'anglais. Voilà, bon, donc dans toutes les langues du monde, sauf l'anglais. Donc c'est un livre vraiment, vraiment merveilleux qui a, je pense, influencé toute une génération de chercheurs. Plus récemment, et puis il est venu le présenter ici, Christophe a été l'auteur d'un livre sur la Logan, l'expérience Logan. Et sur la Logan, c'était plutôt cette fois-ci une innovation reverse venant de Dacia en Roumanie et puis qui a trouvé un très grand succès en Europe. À nouveau, c'était de montrer qu'une innovation, ce n'était pas simplement un nouveau produit, c'était une nouvelle manière de manager l'innovation. Et puis, très récemment, avec d'autres auteurs, Christophe vient de publier donc l'Odyssée de Spring, qui est donc une voiture électrique. Ça existe. Pas chère. Ça vient d'être traduit en plus en anglais. En anglais, oui. Alors cette fois-ci, c'est traduit en anglais, ça veut dire... Bon, bref. C'est très cher. Et donc, l'Odyssée de Spring, c'est une histoire à nouveau extraordinaire d'une voiture donc électrique pas chère, construite ou conçue avec 4 pays parties prenantes, France, Chine, Japon et puis Inde, 5 compagnies, et puis qui est un exemple très remarquable d'innovation qui est à la fois pilotée par la volonté publique de faire des innovations sociales, et notamment le respect de l'environnement, mais en même temps, la contrainte des firmes de faire des produits qui sont des produits rentables. Et je pense que le livre est merveilleux pour ça, montrant à nouveau tous les efforts de management de projets que l'on doit faire dans ce domaine-là. Donc, pour des milliers de raisons, je ne vais pas aussi cacher qu'on est très, très amis. On a été ensemble dans un grand voyage apprenant au Japon dans les années 90, pour visiter Toyota, puis on a eu des histoires incroyables ensemble. Je ne vais pas raconter ça ce soir, mais donc pour des milliers de raisons, je suis très content de te recevoir. Je vais passer la parole à Maud, puisque l'autre puissante invitante, c'est le département. Merci beaucoup. Donc, merci Christophe pour être ici avec nous aujourd'hui. Patrick a bien présenté là, les grandes lignes de sa carrière, le volet innovation. De mon côté, donc Maude Brunet, je suis responsable des séminaires scientifiques au département de management. Donc, nous aussi, on innove dans nos formules. Alors, on teste le conjoint avec Mosaïque. On a aussi une formule conjointe avec l'UQAM où Christophe va présenter demain un séminaire de recherche. Donc, on essaie de rassembler les forces vives en management, en innovation, en recherche également. Donc, Christophe a également une superbe contribution du point de vue de la recherche en gestion de projet. Donc, il parlait un peu de ses ouvrages forts et classiques. Le terme même de projectification, on en parle de plus en plus en gestion de projet. Il y a de plus en plus de projets, des projets de plus en plus d'envergure, d'importance. Donc, Christophe a vraiment aussi là, posé des pierres importantes tout au long de son parcours académique pour forger la discipline de gestion de projet. Donc, ça nous fait d'autant plus plaisir de le recevoir ici aujourd'hui. Alors, merci aussi à Mosaïque, merci à Anya pour toute l'organisation du séminaire. C'est vraiment intéressant là, de voir comment on peut travailler ensemble pour amener des invités de marque. Donc, merci Christophe. Merci beaucoup, merci Maud, on va dire beaucoup merci. Donc Laurent Simon, département d'entrepreneuriat et innovation, co-directeur de Mosaïque. Puis je voulais d'abord saluer Christophe, puis le remercier parce que l'auto qui n'existait pas, ça a été aussi une lecture pour moi marquante et édifiante, à la fois sur la question de l'innovation, mais aussi sur la question de l'organisation industrielle, de la gestion de projet, et puis au fond d'un travail collectif
pour l'innovation. Au sein de Mosaïque, donc pôle créativité innovation à HEC, depuis quelques années, on a quelques axes qui se sont un peu cristallisés. Questionnement sur les écosystèmes d'innovation en santé, questionnement aussi sur les industries créatives, mieux des arts et de la culture encore, mais aussi sur l'organisation au fond de l'innovation pour la mobilité durable. Puis ce qui nous intéresse, nous, c'est ces questions. Au fond, sur les objets, on n'a pas grand-chose à dire, mais sur les formes d'organisation, le management, la gestion de projet, l'organisation collective, collaborative, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. On est sur cette question-là en partenariat avec le laboratoire ouvert de Michelin, Mouvinon, depuis 5 ans, en fait, maintenant, sur des questions assez compliquées, parce qu'on se rend compte qu'on est confronté à des enjeux extrêmement complexes. Aujourd'hui, l'innovation, hein, si on parle des enjeux climatiques, si on parle des questions d'inclusion, des questions d'éducation, on est face à des enjeux complexes. La mobilité, c'est complexe aussi, et c'est souvent plus complexe qu'on peut le penser. On sort d'une très belle journée, puis je tiens à le saluer, organisée par Florent, qui est professionnel de recherche à Mosaïque. Aujourd'hui, on réfléchissait à des formes intermédiaires d'innovation, de mini-mobilité, de micro-mobilité. Puis on se rend compte que oui, on peut définir une solution nouvelle, mais que l'adoption de la solution, son implantation, les enjeux réglementaires, les enjeux légaux, etc., vont nous freiner probablement beaucoup. Et donc, on ne peut pas innover seul. Et c'est un peu ce qui nous anime encore aujourd'hui autour de cet axe dans Mosaïque. On est aussi en partenariat avec la ville de Laval, où on prend le territoire de Laval comme un territoire d'expérimentation pour essayer de voir comment des simulations numériques peuvent nous amener à réfléchir autrement avec les acteurs dans le territoire. Donc l'idée, c'est pas de faire uniquement du numérique pour le plaisir d'eux, mais d'essayer de réfléchir encore comment on peut s'organiser collectivement autour de ces enjeux complexes et essayer de trouver des solutions d'impact. Et je pense que ça va être aussi un des fils conducteurs de ce que nous propose Christophe. Alors à nouveau, merci beaucoup, puis on va te laisser le plancher quand même maintenant. Mais merci à tous. Vous avez tout dit, donc je peux aller m'asseoir. Ok, donc merci de votre accueil. Donc, je vais vous parler d'une recherche qui donc, a produit un bouquin récent, là, l'Odyssée de Spring, l'Odyssée de l'innovation. Et donc, juste peut-être pour dire, préciser un petit peu d'où je parle. Donc, je fais partie du Centre de recherche en gestion de l'X. Et effectivement, depuis l'auto qui n'existait pas, moi, je m'intéresse beaucoup aux projets de rupture, aux projets innovants, sachant que derrière le mot projet, il y a une polysémie du mot. Hein. Et tout à l'heure, toute la journée, on a vu des projets, mais qui sont le mais ne les disqualifie pas, mais qui sont plutôt des projets expérimentaux, des projets proof of concept, etc. Moi, je m'intéresse plus aux projets qui débouchent sur des produits et où les entreprises s'impliquent financièrement. Hein. Un projet automobile, c'est plusieurs centaines de millions, voire 1 milliard, etc. Et donc, pourquoi je m'intéresse à ces projets ? C'est que beaucoup plus que les discours sur l'innovation des directions générales, eh bien, la manière dont ils gèrent ce type de projet est vraiment un nœud d'articulation de la stratégie, de l'organisation de l'entreprise et de la gestion de projet. Donc c'est ce triptyque qui me paraît comme un très très bon analyseur de la manière dont les entreprises, je dirais, non seulement causent sur l'innovation, mais font l'innovation. Et donc effectivement, dans ma carrière qui est maintenant beaucoup trop longue, je me suis intéressé, alors j'ai une relation très proche avec Renault depuis longtemps, à étudier, non pas tous les projets de Renault, il y en a plein, il y en a beaucoup qui ne m'intéressent pas beaucoup, mais des projets qui marquent des ruptures dans cette entreprise. Donc la Twingo, effectivement, ensuite la Logan, la Kwid aussi, la Kwid qui était une voiture indienne. La Logan, c'était la voiture à 5 000 €, la Kwid, c'est la voiture à 3 500 €. On continue, hein, voilà. Et puis la Spring, donc comme tu l'as dit, une voiture en Chine, une voiture à 4 partenaires différents, plusieurs pays, etc. Et donc, à chaque fois, je dirais, bien que j'étudie toujours Renault, c'est un petit peu ma mouche drosophile Renault. Hein, c'est le modèle qui me permet d'étudier l'innovation et la gestion de projet.
eh bien, on voit que le monde a profondément changé par rapport à la Twingo. La Twingo était une voiture très française, très européenne, un petit peu européenne, mais essentiellement française. Aujourd'hui, on a une voiture, et le terme Odyssée n'est pas lié au hasard, c'est une voiture qui a été faite en Chine, qui est commercialisée en France, en Europe, etc. Donc il y a toute une dimension internationale qui a bougé. Et donc, alors, deux mots sur la méthode. Donc, moi, j'ai une pratique de recherche interaction, parfois intervention, aussi interaction, on pourra discuter, si vous voulez, sur cet aspect méthodologique dans les discussions. Et donc, ce bouquin est le fruit en fait, de 3 périodes. Une période où j'ai dirigé la thèse de Bo Chen, qui était un Chinois qui a fait une thèse au Centre de recherche en gestion sur le marché chinois, et un marché qui à l'époque n'était pas du tout connu, qui est le marché des micro-EV, c'est-à-dire des voitures sans permis, qu'on ne voit pas quand on va en Chine généralement, parce qu'on va à Shanghai, on va à Pékin. Or, c'est une voiture qui est interdite sur les routes. Ce sont des voitures qui sont interdites sur les routes dans les grandes villes, mais par contre, on en voit plein. Il y en a des millions qui roulent dans les villes de rang 4 ou 5, ou les périphéries. Voilà. Ensuite, donc, on a étudié à la demande, en fait, du directeur de programme, Gérard de Tourbet, le projet donc KZ2, qui va s'appeler Spring chez Dacia aujourd'hui. Et donc, on a fait plusieurs missions. On a été voir en temps réel le projet se dérouler. Je crois que c'est très important de dire, quand on étudie les projets, le fait de faire les interviews en temps réel et non pas après coup, parce qu'après coup, on reconstruit beaucoup l'histoire dans les projets, souvent. Et puis, finalement, on a fait une enquête en France en 2021, lorsque le projet est revenu en France. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est d'abord un historique du projet. Il est tard, petite histoire, c'est toujours agréable à entendre, du moins j'espère. Et puis, 4 leçons que ce projet nous permet de tirer. Je crois que c'est intéressant de voir que étudier un projet comme ça, c'est faire une coupe qui révèle des choses qui ne s'insèrent pas bien dans une seule discipline. Il y a évidemment de la gestion de projet, mais on verra aussi qu'il y a de la politique industrielle derrière ça. Il y a des stratégies d'innovation globale. Voilà. Il y a la question de l'organisation de l'entrepreneuriat dans la grande entreprise. Donc voilà, je vais essayer de montrer ce que ce projet nous permet de dire d'un peu nouveau, d'un peu inédit sur ces différentes dimensions. Voilà. Alors d'abord, l'histoire du projet. Donc voilà le coupable. Donc c'est cette petite voiture. Et donc l'émergence est une émergence. Donc c'est un projet qui aujourd'hui est commercialisé par Dacia. L'émergence de ce projet, c'est une stratégie de Renault qui depuis très longtemps essaye de percer le marché chinois. Alors, si vous voulez, être présent sur le marché chinois pour un constructeur automobile, ce n'est pas rocket science en stratégie. Il n'y a qu'à regarder cette courbe. Vous voyez que c'est le premier marché du monde. Donc évidemment, tous les consultants vous disent « allez sur le marché chinois, c'est l'Eldorado ». Bon. Le seul problème, c'est que 9 fois sur 10, on se plante. Et Renault s'est planté pendant au moins plus de 10 ans. Et à la fin, voilà, donc l'idée de Renault, qui est à la fois astucieuse et un peu paradoxale, c'est de faire ce que généralement on dit que les pays émergents font. C'est ce qu'on appelle en anglais le leapfrogging. C'est-à-dire, on a raté je ne sais pas si ça, voilà. On a raté la croissance du marché chinois, c'est-à-dire qu'on a été incapable, je ne sais pas si, il faut que je reste là, c'est ça? On a été incapable de suivre toute la croissance du marché chinois dans la période. On arrive trop tard, et donc pour s'insérer dans ce marché, on n'y arrivera jamais sur le marché des véhicules thermiques. Donc on va anticiper sur la nouvelle révolution chinoise, qui est une politique très volontariste en matière de véhicules électriques. Et coup de chance, Renault a été un des précurseurs en Europe de véhicules électriques, puisqu'ils ont sorti 4 véhicules dès le milieu des années 2010. Et donc, ayant raté
contrairement par exemple à GM et Volkswagen, la croissance du marché chinois initial, eh bien, ils disent je vais me rattraper avec le véhicule électrique. Donc, c'est quoi le marché chinois? Très rapidement, quand ils arrivent au milieu des années 2015 à peu près, ouais, eh bien, c'est déjà un marché qui est très, très occupé. Hein. Donc, vous voyez qu'on n'a pas attendu les Européens ou les Américains en Chine pour faire des véhicules électriques, pour les vendre. Et donc, il y a en fait un peu deux groupes de marchés. Un marché dit des micro-EV, donc c'est des marchés de voitures sans permis, avec des batteries très traditionnelles, hein, lead acide au plomb, qui n'ont pas le droit de rouler sur les routes normalement, mais qui roulent quand même sur les routes de grandes périphéries. Et puis on a un marché de voitures entre guillemets normales, voilà, qui est au-dessus. Et en fait, entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Donc les gens de Renault identifient entre ces marchés de voiturettes avec de très mauvaise qualité et le marché normal, disent c'est là qu'il faut qu'on rentre parce que ce marché, je dirais, il est à l'époque encore à prendre. Et donc, alors qu'est-ce qui se passe? En 2013, ils font une alliance avec une entreprise d'État chinoise qui s'appelle Dongfeng. Ils construisent une belle usine. Et puis, suivant une stratégie classique des constructeurs automobiles, ils essayent de siniser les voitures qui ont été conçues en Europe. Hein. Donc, Renault a déjà cette gamme-là en Europe. Ils se disent c'est facile, on va l'adapter au marché chinois. Et donc, ils sortent cette voiture qui est une espèce de fluence destinée au marché chinois. Et très vite, ils s'aperçoivent que ça ne le fait pas. Hein. D'abord, vous l'avez vu, la voiture. Elle est déjà démodée. Elle est moins bonne en performance que les voitures chinoises électriques de la même période. Donc, ça ne marche pas. Hein. Et donc, se développe à l'époque un scénario un peu en perruque, hein, à partir de la voiture qui vient de sortir en Inde, qui est la Kwid indienne, mais qui est thermique. Eh bien, on étudie un scénario, l'équipe de Kwid étudie un scénario d'électrification de la Kwid pour la Chine. Et le PDG de l'époque, Carlos Ghosn, je dirais, pousse ce scénario. Et fin 2015, je dirais, ils disent arrêtez de jouer avec les dérivés européens, on fonce sur ce scénario de Kwid électrifié. Donc le positionnement de la Kwid électrifiée, donc au début c'est juste du papier, hein, c'est donc une voiture accessible, donc c'est une voiture à la fois pas trop chère, 70 kg RMB, ce qui doit faire à peu près 8-9 000 euros en Chine, hein, 8-9 000 euros. Et à ce niveau-là, il n'y a pratiquement rien hein, en Chine à l'époque. Donc, ils vont attaquer le marché par ça. Et donc, ils commencent par quelque chose... Tu as parlé de design to cost tout à l'heure. Ils commencent par faire un calcul qu'ils ont appelé un calcul de coin de table. Hein. C'est-à-dire se dire, est-ce que cette cible-là, elle a un espoir d'être atteinte? Et donc, ils prennent le chiffrage de la Kwid qu'ils connaissent bien puisqu'ils l'ont fait. Ils enlèvent le prix du moteur. Ils rajoutent le prix de la batterie, ils rajoutent le prix d'un moteur électrique, ils font une petite correction parce que la productivité de l'Inde et la productivité de la Chine, ce n'est pas la même. Hein. Et puis de l'autre côté, ils ont regardé le marché, ce que je vous ai montré au-dessus là, et puis ils voient qu'il y a un trou, il y a une possibilité. On a, je dirais, une compatibilité entre le prix admissible par le marché et le coût admissible par la technique, on pourrait dire, hein, mais vraiment très, très, très grossièrement. Hein. Et puis donc ça va être là-dessus que part le projet. Hein. Le PDG dit OK, go, mais évidemment c'est un projet qu'on ne peut pas faire tout seul, et donc on va le faire avec Dongfeng et avec Nissan. Et donc on a un projet qui est complètement inédit sur tout un tas de sujets. Premièrement, c'est un projet en alliance avec un partenaire chinois
Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des projets avec des partenaires, mais il s'agissait de dériver des véhicules européens et de les vendre en Chine. Là, on conçoit avec un partenaire un nouveau produit. Il s'agit évidemment d'un marché nouveau. Renault s'est toujours planté, donc voilà. Il s'agit d'un contexte industriel inconnu, c'est-à-dire que dans l'automobile, je dirais, généralement, on travaille avec des partenaires qui sont dans un panel, ce qu'on appelle un panel. Je ne sais pas si c'est un terme qui marche au Québec aussi, c'est-à-dire qu'un chef de projet n'a pas le droit d'aller chercher un fournisseur qui n'est pas dans le panel déjà certifié par le constructeur. Là, Renault ne connaît absolument personne en Chine. Hein. Les batteries sur les voitures européennes, c'est des batteries qui viennent de Corée ou du Japon, mais pas de Chine. Voilà. Donc, contexte industriel complètement inconnu. Et puis en plus, avec une nouvelle technologie électrique, parce que les solutions qu'on va adopter pour cette voiture ne sont pas les solutions que Renault, en termes de moteur ou de batterie, les Chinois empêchent l'achat de batteries coréennes pour des raisons qui sont les leurs, et donc il faut complètement innover sur le plan aussi de la technologie. Donc on a un projet de développement en contexte inédit, et je crois que c'est important de dire que ça, dans l'histoire de l'industrie automobile, normalement on ne le fait pas. Depuis les années 90, l'industrie automobile s'est organisée pour ne pas innover dans le développement. On innove en amont, soit dans les labs, en faisant des jolis concepts comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, soit dans l'advanced engineering, pour maturer, descendre les TRL, comme on dit, ou avancer les TRL. Mais en développement, touche pas à mon développement, on est mobilisé sur qualité, coût, délai, et il ne s'agit pas de rentrer des trucs qu'on ne connaît pas. Des fournisseurs qu'on ne connaît pas, des technologies qu'on ne connaît pas, des sites industriels qu'on ne connaît pas. Voilà. Or là, on a ce qu'on a appelé dans le bouquin une notion de développement innovant, où on revient finalement à quelque chose qui était vrai dans les années 60, c'est-à-dire qu'on innovait dans le cadre d'un développement produit, parce qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas pu valider avant. Donc, chose qui nous a tout à fait intéressés, c'est une remise en cause de l'organisation, du dominant design de l'innovation par rapport à ce qui s'était inscrit. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut un peu valider le calcul de coin de table que j'ai montré tout à l'heure. Est-ce que c'est possible? Donc, ça, c'est l'année 2016, où, je dirais, ils vont analyser l'œuvre chinoise concurrente dans le détail. Ils vont explorer, ils vont faire des missions fournisseurs. Ils vont aller voir plein de fournisseurs chinois. Voir si ils peuvent rentrer dans le design to cost que j'ai décrit tout à l'heure. Et à la fin de 2016, quelle usine aussi, parce que Renault vient de construire une usine à Wuhan avec Dongfeng, mais c'est une usine très très chère en fait. C'est une usine, une espèce de cathédrale toute neuve, et ce n'est pas du tout quelque chose qui va permettre d'obtenir des prix pas chers. Et donc là, ils cherchent une autre usine pour abriter cette production. Et là, il y a des débats entre le partenaire Dongfeng et Renault, sachant que Nissan va très vite se désintéresser du produit. En fait, ce n'est pas dans la culture Nissan de développer ce type de stratégie de produit. Et donc, Renault veut plutôt avoir une usine dans le sud, où il y a déjà une culture technique très importante. Et en fait, Dongfeng va imposer un site qui est le site de Xi'an, qui est historiquement une usine d'armement construite par Mao au fin fond d'une vallée, parce que, grosso modo, les avions russes ne pouvaient pas l'atteindre. C'est pour ça qu'il avait mis ces usines d'armement là. Et puis, ça a été reconditionné en usine automobile après. Mais c'est une usine vétuste qui va devoir être complètement transformée. Mais, a priori, l'équipe française accepte le challenge, et parce qu'ils n'avaient pas le choix d'autre. C'est les partenaires qui décident là. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et donc, en septembre 2016, il y a une réunion, un peu fin de l'avant-projet, au Technocentre de Renault, là, à Guyancourt, où se rencontrent les directeurs généraux et les PDG de Nissan, Renault et Dongfeng.
Et là, je vous ai mis un verbatim du directeur de programme qui montre un peu l'ambiance qui a présidé à cette réunion. Donc il y a des fortes tensions. Donc Feng présente donc Renault présente son avant-projet qui est celui que je viens de vous décrire très rapidement. Donc Feng dit j'ai un super projet concurrent, beaucoup mieux, mais il ne montre rien. Et puis au milieu, je dirais, il y a une interrogation. Donc Feng demande d'abord, écoutez, on n'est pas mûr, on voudrait reculer, etc. Carlos Ghosn dit, écoutez, non, c'est pas possible, on décide aujourd'hui, on a un projet qui est bien avancé, un autre qui est potentiel, mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans celui qui est bien avancé? Alors, petite réunion des gens de Dongfeng, il n'est pas assez solide, il n'est pas, etc. Donc ils se mettent sous la voiture. Enfin bon, il y a une espèce de happening, hein, et au bout d'un certain temps, l'idée c'est, écoutez, qu'est-ce que vous voulez changer dans cette voiture, et on va vous dire si on peut le faire. Et donc les gens de Dongfeng reviennent et font une proposition, et Carlos Ghosn se tourne vers le patron du projet, dit bon, est-ce que vous pouvez faire ça, et est-ce que vous pouvez le faire à tel prix, et le patron, donc Gérard de Tourbay, répond ok, ça on peut le faire. Bon, écoute, tout le monde est d'accord et on y va. Donc après une période de tension, je dirais, le projet est lancé sous des auspices, comment on dit, comment des auspices, merci. Sous des auspices, un peu de tension, mais quand même. Voilà. Alors, donc une décision à l'arraché, obtenue, comme je l'ai dit. Avec un planning très tendu, donc un planning pratiquement le même qu'un produit sans innovation, hein, dans la mesure où derrière ça, il y a l'idée que si on arrive très tôt, on aura des incitatifs publics en Chine très importants, incitatifs qui sont en train de chuter. Plus le développement de la voiture électrique se fait, plus les incitatifs baissent. Donc le time to market est un point clé de la rentabilité. Alors, dire tout de suite qu'en termes d'investissement, c'est très très bien de faire ça, hein. C'est-à-dire que, en gros, le ticket d'entrée de cette voiture, c'est 1/8 du ticket de sinisation d'une voiture européenne. 1/8. Pourquoi? D'abord parce que c'est partagé en 3. Hein, c'est Dongfeng qui en prend la moitié, Renault qui en prend le quart et Nissan qui en prend le quart. Hein, donc ça divise la part. Donc en termes d'innovation de rupture, ce n'est pas un énorme risque. Hein. Et puis en plus, il y a l'effet design to cost sur lequel je reviendrai après. Le côté plus négatif, c'est qu'on a une complexité institutionnelle très forte. C'est-à-dire qu'on a donc Renault, Nissan, Dongfeng. On va utiliser la plateforme thermique de l'Inde. Donc il va y avoir les ingénieurs indiens qui vont être là dans l'équipe projet pour, je dirais, capitaliser sur... Voilà. Hein. On a des réseaux de distribution. La voiture va en fait être commercialisée par 5 réseaux de distribution différents. Un qui est la filiale joint venture Renault-Dongfeng, mais Dongfeng est un espèce de monstre en Chine. Il y a 4 autres réseaux de distribution qui vont commercialiser cette voiture. Et donc, si vous voulez, si à chaque fois qu'on a une décision technique, il faut renvoyer qui au bureau d'études de Nissan, qui au bureau d'études de Renault, qui au bureau d'études de Dongfeng, je veux dire, ça ne le fait pas. Et donc, ils vont mettre un processus, un dispositif institutionnel qui va, en fait, cadrer le projet comme une international joint venture, c'est-à-dire que ce sera une entreprise projet, hein, autonome, qui ne réfère qu'à un conseil d'administration avec les patrons de Dongfeng, de Renault et de Nissan. Hein. Mais toutes les décisions concernant la conception, la production
Et la définition du produit, donc l'aspect produit, l'aspect technique, etc., est la responsabilité de cette société qui est EGT, pour Electric Gold Triangle. Ça, c'est très chinois. Il faut mettre un petit peu de fun là-dedans. Voilà. Donc, un business modèle assez compliqué, très original aussi, dans la mesure où ils ont réussi à faire payer l'investissement industriel, non pas par la société, les sociétés mères, mais par les réseaux de distribution. Ils ont dit, ben, les réseaux de distribution, si vous voulez de cette voiture, vous nous dites combien vous en voulez, et puis vous allez payer proportionnellement à vos engagements de commande. Entre parenthèses, ça n'existe pas généralement chez les constructeurs, et c'est très astucieux, parce que ça motive dès le départ, normalement, les réseaux de distribution, et puis ça allège le poids de la dette que prend le projet dès l'origine. Donc ça, c'est le côté institutionnel. Sur l'aspect équipe-projet, ben, on a un cas classique d'équipe projet multiculturelle avec un PDG qui est Christophe de Charentenay, qui est co-auteur du bouquin avec Marc Allechet et moi, un vice-président qui est évidemment de Dongfeng, et puis il y a 10 personnes de Renault sur 150 d'effectifs global, les autres étant essentiellement chinois, avec quelques Indiens sur l'aspect tout ce qui est carrosserie issue de la cuite thermique. Donc une équipe multiculturelle avec quelques ajustements, c'est-à-dire que quand l'équipe est constituée, si on voit que certains membres de l'équipe ne jouent pas le jeu du projet, mais jouent le jeu de l'espion de la maison mère, ben, très vite, ils sont renvoyés à leur maison mère et on les remplace par des gens qui sont, je dirais, impliqués dans le projet. Donc un modèle pour les gens de gestion de projet très heavyweight project manager, colocalisé, avec une forte intégration. Si vous êtes là, vous êtes sur le projet KZ2 et vous n'êtes pas qui de Dongfeng, qui de Renault, qui de Nissan. C'est le projet qui est votre identité. Je crois que c'est important de le dire. Acteurs clés biculturels. Donc effectivement, les personnes de Renault sont quand même au niveau des décideurs clés, le leader du product engineering, le patron, les achats, mais ils ont tous une expérience chinoise. Répartition par compétences clés, hein. Et puis, ce que j'ai mis avec pudeur, ajustement sur critères d'intégration à l'objectif de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques personnes qui ont été envoyées à leur recherche d'études parce qu'ils étaient là juste pour vérifier que le projet allait dans le sens que la maison mère voulait. Voilà. Donc, à partir de là, il y a un développement innovant, hein, qui se met en œuvre avec, et je ne vais pas revenir là-dessus, là je vous renvoie aux autres bouquins que j'ai faits sur le design to cost. Donc l'idée est de partir des contraintes de coûts définies par le calcul de coin de table que j'ai décrit tout à l'heure, et puis d'arriver, travailler avec les fournisseurs de rang 1, les fournisseurs de rang 2, etc., pour rentrer dans cette contrainte de coût. Objectivement, ça a été pas toujours facile, parce que ils ont vu qu'il y avait une hétérogénéité du milieu industriel chinois qu'ils ne soupçonnaient pas. Il y avait vraiment certaines entreprises qui étaient vraiment pilotées par des purs politiques sans aucune compétence technique. Bon, ceux-là, ils sont pas restés, hein, mais il y en avait de très bons. Et puis, une question sur la qualité, parce que, je dirais, la maturité du système industriel auquel ils avaient affaire dans cette région-là, c'est important de le dire, ça n'aurait pas été le cas dans le Sud, était pas forcément important. Et puis, le dernier point qui a été finalement le plus difficile, ça a été, j'ai marqué ici, la conception et la poursuite de l'inflation des normes VE, c'est-à-dire qu'ils ont dû, je dirais, s'adapter à une dynamique de la régulation chinoise en matière de véhicules électriques qui est absolument implacable, c'est-à-dire que tous les 3 mois, il y a des nouvelles règles du jeu qui débarquent du ministère de l'Industrie pour dire écoutez, à partir de maintenant, vous pouviez être
une alimentation en continu ou en alternative, ben maintenant ça va être continu et alternatif. Vous avez une autonomie qui était 200 km, ben maintenant c'est 250, et ben maintenant c'est 270, et ben maintenant c'est 300. Voilà. Donc il y a une espèce d'inflation, j'y reviendrai tout à l'heure, sur lesquels, alors ils étaient d'un côté, de ce point de vue-là, ça a été l'un des apports de Dongfeng, c'est-à-dire qu'entreprise d'État, ils avaient bien les réseaux pour savoir ce qui allait leur tomber sur la figure. Mais ceci dit, il fallait s'adapter, et donc pendant toute la durée du développement, ils ont dû modifier la définition du produit pour s'adapter à ces normes. Et s'adapter à ces normes, ça voulait dire être de plus en plus exigeant sur la performance du produit électrique. Autre chose importante, c'était la fameuse usine. J'y étais, c'était vraiment une usine à la Zola au départ. C'était vraiment le truc. Bon. Et ils ont tout modernisé. Alors là aussi, avec une puissante aide de l'État, c'est-à-dire qu'il a suffi de dire qu'on va mettre des robots dans une usine vétuste pour que tout de suite l'État, la région, la ville signent le chèque. Grosso modo, les robots, ils ne les ont pas achetés. Ils ont été donnés par le gouvernement chinois pour moderniser l'usine. Et donc, ceci dit, la technologie, c'est une chose. Ensuite, la compétence et la fabrication d'un process aux normes d'un process européen, c'est autre chose. Et donc, il y a eu beaucoup de boulot de ce point de vue-là. Alors, il y a eu quelques bugs. Le plus gros bug, ça a été le problème de la batterie, qui est quand même à peu près 40% du coût de la voiture. Alors, pour se rassurer, ils avaient pris, pas le premier, mais le deuxième plus grand constructeur de batteries chinois, donc Lichen. Et alors, ça se présentait bien. Ils ont signé des contrats, etc. Et puis, un an avant la sortie de la voiture, voilà-t-il pas que le fournisseur dit écoutez, je suis désolé, mais là, ça ne va plus bien. Maintenant, c'est plus 45% par rapport à ce qu'on a signé il y a 6 mois. Et puis, vous me payez tout maintenant et pas à la sortie de la voiture. Voilà. Et en fait, la raison est très simple, c'est qu'il y avait une tension énorme sur les fournisseurs de batteries. Tout le marché du véhicule électrique en Chine est complètement en ébullition. Et tous les constructeurs, chinois d'abord, mais aussi Honda, Toyota, Nissan, etc., voulaient préserver leur capacité de batterie et donc faisaient de la surenchère. Et donc là, c'était un peu embêtant, parce que ça mettait en cause toute l'économie du produit. Et donc là, grâce à ce qu'ils avaient anticipé dans le travail design to cost dès le début, je dirais, ils ont pu rentrer dans une relation de travail avec les ingénieurs de Lichen et les techniciens de Lichen pour se dire, écoutez, 45%, c'est un peu trop, on va regarder ce qu'on peut gagner. Et donc, ils ont, je dirais, désossé complètement le prix de la batterie, le prix des matières premières, le prix des fournisseurs de rang 2, de rang 3, etc. Et ils ont ramené, après cette négociation très technique, sur un surcoût de 25%, au moment de la sortie de la voiture, et avec l'idée qu'un an après, on revenait au prix prévu, et dans tous les cas, il n'y aurait pas de paiement en cash. Donc ça a été une cause de dérive de la voiture, mais beaucoup moins que prévu. Donc on arrive à la fin du développement, on est en fin 2019, on a 5% de dérive par rapport à l'objectif initial quand même, mais on a quand même 50% de gains par rapport à ce qu'aurait été la conception de la même voiture en Europe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 1/8 de l'investissement d'un dérivé d'un véhicule européen, et avec un retard de 7 semaines. Bon, j'ai pas insisté, mais il y a eu aussi des bugs avec l'usine sur la formation des ouvriers, mais ça s'est résolu globalement 7 semaines de retard. Voilà, donc ils sont contents. La voiture est présentée en septembre 2019 en Chine. L'accueil de la presse est positif. Il y a des commandes tout à fait conformes à l'objectif jusqu'à décembre. Et puis à partir de là, eh bien, il va y avoir un certain nombre
de unknown unknown, comme on appelle dans le monde des gestions de projet. C'est-à-dire qu'il y a la gestion des risques prévisibles et la gestion des risques imprévisibles, unknown unknown, les risques qu'on n'est même pas capable de nommer. Alors, le premier, c'est évidemment le Covid, qui, comme par hasard, s'est fait à Wuhan. Pas de chance, Wuhan, c'est là où il y avait le siège de cette voiture. Donc, l'usine est dans la province du Hubei. Donc, tout ça, lockout, tout le monde est envoyé dans sa maison, le projet s'arrête. Deuxième unknown unknown, en janvier 2020, il y a un changement brutal à effet en avril sur les critères d'aide à l'achat de véhicules électriques. On passe de 270 km d'autonomie à 300 km d'autonomie. Pas de chance, la voiture avait été designée pour 275. Ils avaient pris un peu de marge, mais dire que ce serait 300, voilà. Alors ça veut dire que comme il y a des gros incitatifs à l'achat, quand on enlève les incitatifs, la voiture sort du marché. En mars 2020, troisième non unknown, un peu moins non unknown parce qu'ils s'y attendaient, la DRAC, donc la JV Renault Dongfeng, tombe en faillite en fait, parce que les voitures qui sont importées, c'est-à-dire la Capture, en particulier la Capture, ne marchent pas du tout en Chine, et donc ils ferment l'usine et ils ferment la JV. Or, la KZ2, donc le premier client, le premier réseau de distribution, c'était justement Renault, avec le brand Renault qui en Chine a de la valeur. Donc raté. La filiale ne peut pas payer les voitures. Et puis, en même temps, il y a la disparition des deux sponsors clés du projet. Gérard de Tourbet disparaît par un cancer, et puis Carlos Ghosn disparaît sur un tarmac de l'aéroport de Tokyo pour d'autres raisons, mais ils sont tous les deux hors d'état d'aider le projet. Et donc, il y a une crise entre Renault et Nissan à ce moment-là. Et donc, la gestion des autres crises avec cette crise de gouvernance devient un peu problématique. Et donc, urgence, il y a le feu. Et le EGT, donc le conseil d'administration de EGT, se réunit en mars 2020 et décide trois choses. Premièrement, de réaligner les voitures pour atteindre les 300 km d'autonomie. Donc ça veut dire retour en ingénierie pour modifier la voiture. Deuxièmement, basculement de la commercialisation de la Chine à l'Europe, alors que depuis le début, le marché visé, c'était la Chine. Il y avait une perspective d'internationalisation, mais elle était lointaine. Le premier, et donc Feng voulait absolument cette voiture pour la Chine. Et donc, basculement de la commercialisation vers l'Europe, immédiate. Et puis, troisième point, maintien des volumes dans l'usine de Xi'an, c'est-à-dire qu'on reste dans la perspective de 150 000 voitures an. Donc, ça veut dire qu'il faut vendre des voitures, mais c'est plus en Chine. Voilà. Et donc, ce qui est tout à fait classique en start-up, ça s'appelle un pivot. Mais quand on est une grosse boîte comme Renault, c'est plus original. Et donc, en décembre 2020, les premières livraisons européennes à la nouvelle définition. Donc, en 6 mois, ils modifient la voiture pour atteindre les 300 km. Ils l'adaptent aux normes européennes et elles arrivent par bateau en décembre 2020. Et donc, une nouvelle vie commence pour cette voiture. C'est pour ça qu'on l'a appelée le Phénix, renaître de ses cendres. Alors, c'est un voyage de retour qui n'était pas du tout en eau calme, parce que d'abord, les gens de Renault, Product Planning, etc., ils ne pensaient pas du tout voir arriver cette voiture. Il y avait une voiture qui s'appelait la Twingo électrique, qui était cannibalisée par cette voiture. Donc, on imagine bien. Et alors, manque de peau, le patron du planning, Product Planning de Renault, c'était justement l'ancien chef de projet de la Twingo électrique. Donc, il n'était pas très favorable. Bon. Donc, il faut trouver des alliés. Et en fait, cette voiture, ce projet va trouver des alliés parmi les commerçants, parce que les commerçants doivent faire face à une régulation européenne qui s'appelle le CAFE, qui oblige les constructeurs à avoir un pourcentage de voitures électriques
significatif. Sans ça, ils ont des pénalités énormes. Et donc, Dacia, qui est la marque Renault bas de gamme, n'avait pas du tout de voiture électrique. Et pour eux, donc, je dirais, à la fois, ça rentre dans leur ADN de voitures pratiques et économiques, et puis ça leur donne, je dirais, une surface sur les voitures électriques. Donc, commercialisation se fait en 2 étapes, je passe, mais il va y avoir un gros succès commercial. Donc, en 2021, il y a déjà plus de 50 000 commandes. Dans le top 3 des voitures les plus vendues, des voitures électriques, les plus vendues en 2022, et depuis 3 mois, c'est le numéro 1 des ventes France en 2023. Et donc, pourquoi? C'est parce qu'elle a un ADN tout à fait original. C'est-à-dire qu'elle est vendue, alors là c'est 17 000, au moment où elle sort, 17 900, ça fait, à peu près avec les aides à l'achat, ça fait 12 000. Lorsque la première voiture, ça doit être la Zoé ou la Volkswagen, je sais pas, j'ai oublié son nom, mais c'est plus de 20 000. Donc on est très en dessous du prix d'achat de la première voiture électrique. On a un coût d'usage absolument imbattable parce que c'est une voiture très très légère. Et donc, je dirais, l'usage, on en a parlé toute l'après-midi, là, c'est la première petite voiture électrique qui consomme très peu d'électricité. Donc il y a une très bonne range compte tenu du fait qu'elle ne consomme pas beaucoup d'électricité. Et donc là, je vous ai mis, mais vous ne verrez rien du tout, le positionnement tout à fait hétérodoxe de cette voiture en termes de consommation d'électricité et puis prix de vente. Donc vous avez tout le gros pâté dans le rond, là, c'est tout ce qui existe. Et puis vous avez la Spring, puisque maintenant elle s'appelle la Spring, qui est là. Donc voilà. Voilà, donc un historique tout à fait intéressant qui arrive à un résultat très original. La voiture à la fois électrique et pas chère, ce qui est un oxymore, je veux dire, aujourd'hui. Ce que je voudrais revenir maintenant, c'est sur les leçons qu'on a tirées de ça, plus générales. Alors, la première leçon, c'est évidemment sur le management de projets de développement en contexte inédit. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle de développement à la fois agile et innovant. C'est-à-dire que ce projet va contre la séquentialité innovation-développement. Tout service qualité normalement constitué aurait dû arrêter ce projet. Et d'ailleurs, ils ont essayé de l'arrêter pendant tout le temps. Voilà. Donc, une capacité à explorer l'inconnu, apprendre à décider au sein d'un développement très contraint en qualité, coût, délai. Donc, faire de l'agilité dans une équipe projet où les problèmes ne débordent pas de l'équipe projet d'ingénierie d'une trentaine de personnes, surtout pas renvoyer aux services techniques centraux, surtout pas, sans ça, ils étaient morts. Donc il y a un certain nombre de conditions à réunir, qui ne sont pas forcément nouvelles. La première, c'est management de projet lourd, heavyweight, en termes anglo-saxons. Une équipe compacte, experte, mobilisée, colocalisée. Une équipe ouverte sur l'environnement externe. Là aussi, on a quelque chose de fondamentalement différent avec, par exemple, la tradition japonaise, qui est de faire des clones, de prendre les solutions de la maison mère et de les exporter dans les pays. Ici, au contraire, non. Là, il s'agit de s'adapter à ce que le pays peut permettre comme opportunité, comme risque aussi, mais saisir les opportunités. Piloter par cible de résultats, autonomie de méthode. Donc se dire, les méthodes standards du siège, dans tous les cas, elles ne vont pas permettre de relever le challenge. Donc, je dirais, il faut les transgresser. Bon, derrière, pour transgresser ces méthodes, il faut avoir un petit peu de support. Donc, un sponsoring, ce qu'on appelle en gestion la gouvernance ambidextre, c'est-à-dire un PDG qui dit, OK, vous faites ce truc-là de manière différente des standards qualité Renault et des standards process Renault, du siège, ne parlons même pas de Nissan, mais OK, vous avez l'autorisation, je vous couvre, entre guillemets.
Et puis, donc un rôle des corporates qui est complètement différent par rapport à un rôle de contrôle de process standard, dire vous intervenez si on vient vous appeler parce qu'il y a le feu et qu'on ne sait pas s'en sortir. Donc un rôle complètement différent et pas forcément facile à jouer pour les gens du corporate. Et puis ce projet aussi montre les limites de ce modèle du développement innovant, dans la mesure où face au tsunami du Covid, de l'autonomie à 300 km, des réseaux de distribution qui disparaissent, etc., il faut pivoter. Hein. Et donc là, on change complètement de problématique. On passe d'une problématique plutôt, je dirais, tirée par une cible, ce qui est classique en projet, à une problématique dite d'effectuation que tu dois enseigner à tes élèves, mais qu'on voit beaucoup plus dans le monde de l'entrepreneuriat et de la start-up, de la grande entreprise. C'est-à-dire que le but n'est plus un truc qu'on annonce initialement, mais est le produit d'un apprentissage. Et donc, quand on voit que le but qu'on voulait atteindre est inatteignable, bien, on va changer de but. Bon. Mais ça, dans une grande entreprise, ce n'est pas évident, parce que je dirais c'est un reniement face à tout ce qu'on avait annoncé avant. Hein. Et donc, il y a une légitimité, je dirais, il faut résister à ce reniement. Et je crois que c'est un terme institutionnel, le fait qu'une équipe projet puisse survivre et pas dire, bon, ben, vous avez échoué, bon, tant pis pour vous, bon, c'était un projet risqué, on reste amis, mais c'est un sunk cost, ben non. Donc là, voilà. Donc, pivot agile, commercialisation, donc mettre dans une logique projet, à la fois la logique design to cost, où on vise une cible et on fait tout pour l'atteindre, puis au moment où on voit qu'on ne l'atteint pas, basculer en effectuation. Voilà. Et donc, capacité à associer deux modes de management opposés. Voilà, je l'ai dit. Et aussi, je crois que ce qui est important, c'est de dire que ce basculement, ça dépend aussi du corporate. C'est-à-dire qu'il faut une flexibilité stratégique et organisationnelle qui est capable de reprendre ce ballon qui arrive à un endroit où on ne l'avait pas prévu, hein, et d'en tirer parti. Et ça aussi, c'est quelque chose, je dirais, qui est absolument indispensable pour que la valeur ne soit pas complètement perdue. Et donc, c'est aussi une condition nécessaire qui ne dépend pas du projet, là, mais qui dépend plutôt de la culture globale de la firme. Donc, premier message, manager les projets comme ça demande tout un tas de capacités, comme on dit hein, maintenant, qui sont pas intuitives. Deuxième chose, ce que j'appelle ici l'innovation sociétale administrée du XXIe siècle. Donc, alors, je crois que c'est important de dire que la voiture électrique, j'ai dit tout à l'heure dans le séminaire Schumpeter est mort, oui, Schumpeter est mort parce qu'on n'est pas du tout dans une logique où il y a des clients, il y a un marché, il y a des entrepreneurs qui inventent des trucs et puis les clients choisissent. Ce n'est pas du tout ça. La voiture électrique, ce n'est pas les clients qui voulaient la voiture électrique. C'est encore moins les constructeurs. C'est les États qui, au nom d'impératifs sociétaux, ont dit les gars, ça suffit, surtout en Chine, maintenant ça suffit le thermique, on va mettre de l'électrique. Donc c'est un jeu où le rôle de la puissance publique devient absolument majeur. Absolument majeur. Hein. Donc c'est une innovation absolument administrée, hein, administrée dans le rythme et dans les trajectoires. Il y a eu la semaine dernière un comeback des constructeurs allemands qui ont dit finalement l'Europe, vous vouliez l'électrique, mais nous on voudrait aussi avoir des biofuels. Hein. Bon, l'Europe a canné, dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est tout ça pour dire que les choix, et c'est très très clair dans l'histoire du développement de la Spring, eh bien les choix techniques, ça a été l'administration qui les a faits, et il s'agissait de courir derrière. Hein. Alors le point qui est important, c'est de se dire que c'est finalement les régulations régionales, pas nationales, hein. Il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine, c'est ça qui fait finalement
la compétitivité des entreprises. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la régulation chinoise, elle pousse à ce que l'industrie électrique, voiture électrique chinoise, soit plus performante que les autres. Elle y arrive. Et donc, mais les constructeurs, ils sont en compétition mondiale. C'est-à-dire que les constructeurs chinois qui sont tirés par cette régulation, on les voit, peut-être pas vous encore, mais en Europe, on les voit débarquer. Et ils vendent des voitures qui sont très performantes parce qu'ils sont dans un milieu très très contraint justement par cette politique industrielle. Donc c'est l'un des soucis, je vais le dire, mais bon. Donc si on a caractérisé un petit peu ce qu'on voyait en Chine sous un terme un peu barbare qu'on a appelé le darwinisme administré. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est, évidemment, on est en Chine, hein, donc il y a un dirigisme absolument redoutable, propre au système socialiste. On a une politique ancienne et pérenne visant à produire des champions mondiaux. C'était annoncé par Xi Jinping dès le milieu des années, dès le début des années 2010, et puis ça continue. Voilà. Un périmètre d'action sur l'ensemble de la filière, depuis les mines jusqu'à la voiture. Une capacité à activer des variables précises et pertinentes. Le mot important, c'est pertinent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le volontarisme à la grosse plan soviétique ou maoïste des années passées. C'est rusé. C'est rusé. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'autonomie, mais il y a aussi les incitations qui sont liées à la performance de la voiture par rapport à la batterie. C'est-à-dire une petite voiture avec un CX, un aérodynamisme, elle gagne des points par rapport à un MEUR ou un énorme tank. Voilà. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse. Aux États-Unis, n'en parlons pas. D'accord ? Et une capacité à engager des fonds importants, donc effectivement, on a vu les robots, etc., sur des promesses, et à faire évoluer rapidement les règles du jeu en fonction de l'évaluation des apprentissages induits. Ben, quand on y pense, ça ressemble bougrement au mode de fonctionnement des capitalistes californiens. Ils n'hésitent pas à payer très cher au début, et puis ils regardent ce que ça donne, et ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, ils les tuent. Bon, ben, la Chine, elle fait ça, hein, avec une capacité de financement un peu supérieure aux corporate capitalistes californiens, mais encore même pas tellement plus. Mais je dirais que c'est exactement le même système. On ne s'attend pas à ce que des fonctionnaires communistes, entre guillemets, aient cette vision d'un dirigisme qui associe le volontarisme avec une compréhension de ce que c'est que l'apprentissage d'un domaine nouveau, avec plein d'incertitudes, plein de chemins différents. Il faut voir, donc on laisse émerger les choses, et puis ensuite on taille. Hein. Alors face à ça, la régulation européenne, ce n'est pas du tout ça. Hein. D'abord, on a une régulation, et je ne dis pas ça pour Patrick Cohendet, mais par des économistes qui pensent que l'innovation n'est pas dans le scope de l'économie, hein, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, donc qui s'intéressent essentiellement à la fairness du marché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des distorsions de marché entre Volkswagen, Renault, Peugeot, etc. Mais par contre, la technologie, ce n'est pas notre problème. Bon. Fondée sur la neutralité technologique, en plus préservant la souveraineté des pays membres, donc déjà, il y a, voilà, et visant à donner un cadre stable à long terme pour l'organisation de l'industrie. Exactement l'inverse de ce que je vous ai décrit en Chine. En Chine, il n'y a pas de cadre stable. Au contraire, le cadre, on le redéfinit à chaque fois qu'on apprend quelque chose dans un domaine qu'on connaît mal, qui est la voiture électrique. Alors que ce que demandent les constructeurs européens au Grand Bruxelles, c'est donnez-moi une perspective sur 30 ans de manière à ce que je puisse faire ma petite sauce d'ajustement tranquillement. Bon, voilà. Alors ça, je dirais, ça a marché jusqu'en 2015. En 2015, il s'est passé un truc embêtant. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde automobile en 2015 entre la communauté européenne et les constructeurs? Ben, il y a eu l'affaire Volkswagen, où on a découvert que les constructeurs pouvaient mentir, et donc il ne fallait pas forcément les croire quand ils disaient quelque chose. Donc à partir de là, la régulation européenne est devenue beaucoup plus sérieuse, contraignante, et pas du tout le fruit des lobbies des constructeurs.
Et donc, ils ont vraiment basculé sur une logique, allez, maintenant on part en électrique, ça suffit, même s'ils sont revenus un peu en arrière récemment. Mais donc là, il y a eu un pivot. Ceci dit, je dirais, c'est surtout dans les discours, on va voir si ça tient longtemps. À mon avis, ce n'est pas du tout sûr. La preuve la semaine dernière, ce qui s'est passé. Alors, je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça a produit, ces deux choses-là. Ça a produit en Chine la fabrication d'un tissu industriel du véhicule électrique très très rapide, avec plein de nouvelles entreprises, dont certaines brillantes, 500 constructeurs, enfin bon, alors qu'en Europe, seuls les constructeurs établis ont fait des produits, à part Tesla, c'est le seul qui a vraiment créé une entreprise là-dessus. Voilà. Alors, les États-Unis là-dedans, bon, alors, ce qu'on a dit toute la journée là était tout à fait homogène avec ce qu'il y avait là. C'est-à-dire qu'on a l'absence de consensus politique au niveau fédéral sur le réchauffement climatique. Il y a eu des allers-retours entre Obama, puis Trump, puis Biden. Mais je dirais tout ça est très, très instable. Et je dirais, alors là, il y a l'Inflation Reduction Act de Biden, qui est un incitatif protectionniste très puissant, mais je dirais, ce que j'ai entendu aujourd'hui dans le séminaire montre que je ne pense pas qu'ils vont renverser la table. Donc en gros, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que les politiques industrielles ont un rôle absolument central sur la fabrication d'une industrie automobile compétitive. Et qu'aujourd'hui, attention à ce qui se passe en Chine, parce qu'ils ont produit une industrie du véhicule électrique bien supérieure à ce qu'il y a ailleurs, et ils sont en train d'arroser. Alors le marché chinois, il peut encore accueillir plein de voitures, mais ils commencent à arroser avec des voitures tout à fait performantes le reste. Troisième question, celle des stratégies d'innovation globale. Bon, on est avec des grandes entreprises qui sont des joueurs globaux. Et donc la question qui est posée, c'est comment faire pour innover globalement dans un monde qui, pour reprendre la phrase malheureuse d'un sociologue ou d'un économiste des années 90, n'est plus plat. C'est-à-dire, il faut être en Chine, mais il faut être en Europe, il faut être aux États-Unis, mais je dirais, ce n'est pas du tout les mêmes voitures. Il faut être chinois en Chine, européen en Europe, américain ou canadien au Canada, mais ce n'est certainement pas la même voiture qui peut faire tout. Donc comment faire par rapport à ça? Donc l'avantage concurrentiel pour ces firmes multinationales, c'est d'être à la fois en capacité d'inventer des produits pertinents localement et à les déployer, tout en les adaptant évidemment, à l'échelle mondiale. Et ça, je dirais, ça a été développé, on l'avait fait à l'époque sur la Logan aussi, sur l'idée de stratégie de lignée, qui est un concept qui a été au départ développé, pas du tout dans l'automobile, chez Tefal, par le CGS des mines. Et donc, ça repose sur deux compétences. Premièrement, générer des projets pilotes qui explorent des concepts de rupture sur des nouveaux marchés. Donc, typiquement, ce que je vous ai dit sur la voiture électrique économique petite Monique. Et à enchaîner des projets qui capitalisent, déploient et adaptent ces nouveaux produits à partir d'une logique d'adaptation agile aux autres contextes. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a étudié et ce qu'ont réussi à faire, en l'occurrence Renault, Dacia, à partir de la Logan en 2004. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire aussi avec Spring à partir de la voiture indienne en 2015, puis la voiture au Brésil en 2016, la voiture électrifiée en 2019, la Spring européenne en 2021. Donc cette capacité à
je dirais, générer des projets. Alors évidemment, il faut qu'à chaque fois qu'on adapte, il ne faut pas que ça coûte très cher. Sans ça, c'est la cata. Hein. Donc l'intérêt, c'est de commencer petit dans des marchés exotiques où on va pouvoir faire des choses qu'on serait incapable de faire dans le marché central, le marché mature. Et puis après ça, modifier de manière frugale et agile à chaque fois. Alors je crois que c'est important de dire que cette stratégie-là, elle est aussi complètement à 180 degrés par rapport à la tradition de l'industrie automobile. La tradition de l'industrie automobile, c'est la notion de plateforme. Notion de plateforme dont les champions sont comment s'appelle, Stellantis, Volkswagen. Ça veut dire quoi, une logique de plateforme? C'est qu'au moment, au départ de la conception, vous regardez l'ensemble des produits que vous allez pouvoir servir. Vous fabriquez l'enveloppe de toutes les spécifications et ça vous fait une plateforme. Et ensuite, vous dérivez à chaque fois des projets de cette plateforme. Alors que là, vous allez au coup par coup, à partir d'une première voiture, etc. Donc c'est vraiment opposé. Vous avez l'opposition complète, en particulier avec le champion des plateformes, c'est sans doute Volkswagen. Et voilà, c'est une stratégie complètement différente qui a ses vertus, mais qui, pour des innovations de rupture, ne marche pas du tout. Parce que ça veut dire, cette logique plateforme, ça fait un risque énorme, parce que vous ne savez pas anticiper sur des produits qui sont nouveaux. La preuve, vous pensiez que vous alliez la vendre en Chine, manque de peau, vous la vendez en Europe. Typiquement, dans des produits très out of the box, eh bien, cette logique plateforme, elle ne marche pas. Alors que cette logique de lignée, d'apprentissage au coup par coup, réduit le risque et permet de développer les choses. Voilà. Donc, pareil, si vous voulez être local, ça implique d'être en alliance. Vous ne pouvez pas être en Chine si vous n'êtes pas en alliance. C'est pas possible. Donc ça veut dire que, voilà, ça c'est quelque chose, une contrainte des grandes firmes, internationales, globales, c'est l'alliance. Or ça ne marche pas très bien, les alliances. Bon, il y a toute une... je ne sais pas si tu fais des cours sur les alliances, mais en gros, la réussite, le taux de réussite ou d'échec, c'est à peu près 50%. Alors, évidemment, sur les projets, faire un projet en alliance avec 3 partenaires aussi différents que Renault, Nissan et Dongfeng, c'est compliqué. Le message que je voudrais passer là, c'est qu'effectivement, c'est compliqué, mais que la logique projet permet d'intégrer des cultures et des stratégies de firmes de manière beaucoup plus aisée que si vous faites une alliance et puis que vous faites d'abord une alliance et puis ensuite vous dites, bon, maintenant qu'on est alliés, on fait quoi? Alors que si vous commencez par des projets, eh bien vous créez une identité spécifique qui est celle du projet, qui va intégrer à la fois des cultures différentes, des stratégies différentes. Et donc c'est un mode d'alliance qui est, à mon avis, très préférable et beaucoup moins risqué que les grandes alliances, typiquement Renault-Nissan, qui est vraiment un exemple, je dirais, moyen comme réussite d'alliance. Même si ça dure, je dirais, les résultats est moyen. Ce ne sera pas enregistré, ça. Alors, dernier point, eh bien, le fait que quand on innove comme ça des lignées, ça veut dire que vous allez modifier ce qu'on appelle le footprint de l'ingénierie, c'est-à-dire que vous allez fabriquer des bureaux d'études qui vont, je dirais, incarner l'ADN de votre nouvelle lignée. Et par exemple, Renault, au début, avait un bureau d'études qui était à Guyancourt, qui faisait toutes les voitures du monde. Et puis ensuite, avec la Logan, il y avait un bureau d'études qui faisait l'Europe. Et puis un bureau d'études qui faisait la Logan et tous ses dérivés, qui était à Pitești, en Roumanie. Et là, le bureau d'études qui est le meneur de tout ce qui est Kwid, c'est en Inde. Donc on voit qu'on particularise, je dirais, les gens qui pensent la dynamique de la lignée, parce que, je dirais, si on pense, si c'est le même ingénieur qui fait le haut de gamme, le bas de gamme, etc., eh bien ça marche pas. Voilà.
Dernier point, et je vais aller très vite parce que je dois être trop long là. Trop long. Ouais, c'est sur l'aspect entreprendre dans la grande entreprise. Donc ce que je crois que important, et c'est un message important par rapport à mes élèves qui fuient les grandes entreprises, que ce soit les élèves d'HEC ou les élèves de l'IX d'ailleurs, c'est pareil. Ils disent la grande entreprise, on s'emmerde. Voilà. C'est pas vrai du tout. Hein. Donc là, sur des projets comme ça, on voit qu'on peut avoir des démarches entrepreneuriales au sein de grandes entreprises. Pas toutes. Je pense qu'il y en a qui sont plus entrepreneuriales que d'autres, mais ce n'est pas du tout incompatible. Hein. Donc là, ça se présente essentiellement au niveau de la gestion de programmes, hein, qui va être justement ces acteurs qui vont piloter les lignées. Et puis, l'importance évidemment des directions générales qui vont assurer le sponsoring de ces aventures un peu hétérodoxes, mais qui sont indispensables, vu l'univers à la fois dangereux et incertain que vit le monde automobile aujourd'hui. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je juste insister sur le fait que, ayant fait l'histoire de la dynamique de la Logan, de la dynamique de la Kwid, etc., une chose qui m'a toujours étonné, c'est que ces aventures n'aient pas été copiées. Elles ont essayé, Toyota a essayé de copier la Logan, ils n'ont pas réussi. Nissan a essayé de faire sous la marque Datsun, de faire de la Kwid, ils n'ont pas réussi non plus. Et je pense que la raison, c'est que c'est inscrit dans une compétence collective qui remonte à loin. Hein. D'abord, il faut être une grande entreprise. Hein. Il faut accepter d'avoir des innovations contextualisées. C'est l'inverse du clonage des entreprises japonaises des années 90, où ils recopiaient les usines et les produits japonais. Il faut avoir une légitimité stratégique. En 2004, quand on disait on va gagner de l'argent avec la Logan, la voiture à 5 000 €, tout le monde en rigolait. C'est pourtant la Logan qui a sauvé Renault dans la grosse période de crise des années 2008-2009. Hein. Et aujourd'hui, il y a une mémoire. Alors peut-être qu'elle est en train de s'oublier parce que les gens changent. Il y a eu tellement de crises de gouvernance, etc. Mais je dirais, le fait de dire low cost et rentable, c'est possible. C'est quelque chose qui, dans le monde automobile, si on ne l'a pas vécu, c'est pas très crédible. Voilà. Et donc, il y a aussi des ADN d'entreprise. Volkswagen, c'est plateforme, hein, alors que Renault, c'est plutôt lignée. Et puis, il y a une compétence collective qui ne se fabrique pas en une fois. C'est le fait qu'on ait une maturité projet. La notion de heavyweight project manager, ça remonte à Yves Dubreuil, début des années 90 chez Renault. Donc, ils savent ce que c'est qu'une autorité de directeur de projet, ce qui n'est pas le cas, y compris chez Nissan d'ailleurs. Voilà. Le fait d'accepter des logiques de développement innovant par rapport à une logique stage gate où on a un arbitre qui lève le carton rouge dès qu'on traverse la phase advanced engineering et développement dans des conditions qui ne sont pas entre guillemets normales. Voilà, donc vous pouvez avoir une direction de la qualité qui vous empêche de faire ça. Et le fait d'avoir un footprint d'ingénierie qui soit différencié par type de projet que vous voulez développer. Voilà. Et donc, merci. La version française est là. Ça, c'est la version anglaise qui est arrivée chez moi 1 heure après que j'ai pris l'avion pour venir ici. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous la présenter. Mais il faut attendre un peu parce qu'elle est très très chère en ce moment. Merci. Question. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis curieuse de savoir, est-ce que ça ne serait pas possible de revenir dans le marché chinois pour réintroduire la maison de la Spring
Oui, alors ils ont continué. J'ai pas. Dongfeng a commercialisé la version. Il y avait quatre produits. Il y avait un produit Renault, et puis 5 produits. Un produit Renault, et puis 4 produits sous les 4 marques de Dongfeng, hein, dont une qui est Venucia, qui est la marque JV avec Nissan. Nissan n'est pas du tout intéressé par ce segment, ils n'ont pas donné suite. Renault a fait faillite là-bas, donc ils n'ont pas donné suite. Par contre, sur les 3 autres filiales de Dongfeng, ils vendent la voiture remise à niveau des 300. Oui, tout à fait. Alors, ceci dit, le problème, c'est que ces marques n'ont pas une très très forte identité de brand, de marque. Et donc, elle fait beaucoup moins de volume que la Spring en France, en Europe en général. Donc, mais oui, vous avez raison, ils en vendent. Oui. Pour bien comprendre, vous avez parlé un moment à la fin de la gouvernance pour assurer cette approche ambidextre, à la fois traditionnelle et innovation. Oui. Concrètement, dans un grand groupe, comment ça se structure? Parce que souvent, on a l'impression que c'est géré par une planification stratégique qui va leader cette double approche, mais qu'est-ce que vous entendez par cette gouvernance ambidextre? Ben, la gouvernance ambidextre, ça avait été Schweitzer dans les années 98-99 qui avait je dirais, supporté le développement de la Logan contre son conseil exécutif. Enfin, je veux dire, tous les gens de Renault étaient à l'époque contre, sauf Schweitzer, qui lui disait les ex-pays de l'Est, il faut leur donner des voitures qui soient des bonnes voitures. Voilà. Et donc là, Ghosn, c'est lui qui a dit la Kwid à 3 500 €, la Spring, on y va. C'est lui qui a joué un rôle très important dans les moments où il y avait vraiment des tensions entre Dongfeng et l'Alliance, en fait. Hein. Donc lui, il était à la fois était directeur de l'Alliance, PDG de l'Alliance. Donc c'est lui qui a poussé. Et donc ça veut dire qu'il y a une délégation directe entre le chef de projet et le PDG. Hein. Et quand il y a des conflits, et là il y a eu énormément de conflits avec la direction de la qualité centrale, parce que tous les process, les jalonnements, ça ne collait pas. Je dirais, ne serait-ce que parce qu'on travaillait avec des fournisseurs qu'on n'avait jamais vus. Normalement, dans une boîte automobile normalement constituée, on définit d'abord des fournisseurs qui sont acceptables, on les audite, hein, on fait un audit de qualité du fournisseur, à ce moment-là on le met dans le panel s'il est bon, et ensuite on dit au chef de projet, voilà le panel, tu choisis là-dedans. Bon. Aucun fournisseur de ce projet-là n'était dans le panel, puisqu'il n'y avait pas d'industriel chinois, voilà, par exemple. Donc là, il y a des conflits. Je dirais très vite, le directeur de projet n'a pas été aux revues qualité du siège de Renault. Hein. Et donc il a fallu, ils ont nommé même, je l'ai dit dans le bouquin, ils ont nommé un espèce de médiateur pour avec lequel le directeur de programme acceptait de discuter et que lui fasse l'interface entre le siège, finalement, les gens du siège, les gardiens du temple de la qualité, des process, des trucs, et le projet. Parce que le projet transgressait, en fait, tous les standards. Parce que si vous appliquiez le standard, vous ne pouviez pas faire cette voiture à cet endroit-là, avec ce partenaire, etc. Voilà. Donc il faut une autorité qui, je dirais, qui dise... Alors il y avait eu des exemples sur le Kwid indien, des exemples assez croquignolés, mais bon, je ne vais pas raconter ça, mais où il y avait eu, par exemple, un conflit de la direction du produit. À l'époque, c'était que Renault, c'était plus simple. Il n'y avait que Renault, l'Alliance. Bon. Et sur le rétroviseur extérieur, et le directeur de projet avait dit je veux un rétroviseur extérieur simple. Or, dans la charte de l'image de marque de Renault, il dit toute voiture Renault avec un logo Renault doit avoir un réglage du rétroviseur extérieur à l'intérieur. Sans ça, vous êtes en train de détruire l'image de marque de Renault. Voilà. Et donc, bon, le patron
patron du projet avait foutu les gens du produit central dehors de son projet, qui se trouvait à Chennai. Et le truc est remonté dans les revues projet Renault, évidemment, mais aussi jusqu'au comité de l'Alliance. Et quand c'est remonté à ce niveau-là, à l'époque c'était Carlos Ghosn, a dit, écoutez, pourquoi vous me parlez de ce sujet-là? C'est typiquement un sujet qui dépend de la direction de projet. Arrêtez de m'embêter avec ça. Ce n'est pas des sujets alliance, c'est un sujet de la responsabilité. Voilà. Donc là, c'est ça l'ambidextrie. C'est qu'il y a un soutien fort de la direction générale sur des sujets qui sont effectivement transgressifs par rapport à business as usual de la firme. Ça ne veut pas dire que la firme n'a pas raison d'avoir ça. C'est très bien. Simplement, si vous appliquez que ces standards, vous ne faites pas de voiture à 3 500 € pour l'Inde ou à 17 000 € électriques. Voilà. Merci Christophe, super intéressant. J'aimerais revenir un peu sur, tu disais au début les enjeux méthodologiques, donc l'intervention des chercheurs, c'est quand même une histoire particulière. Tu dis ça n'a pas été réussi au niveau d'être copié, mais quel est l'apport des chercheurs et notamment du rôle conseil peut-être que les académiques ont pu contribuer dans cette histoire à succès? Alors dans tous les projets en fait que j'ai pu étudier, à chaque fois, d'abord, c'est pas moi qui ai été les chercher, c'est eux qui sont venus me chercher. Et la raison pour laquelle ils sont venus me chercher, c'est qu'ils avaient du mal, et ça rejoint la notion d'ambidextrie, ils avaient du mal à justifier ce qu'ils avaient fait, rendre compte de ce qu'ils avaient fait. Hein, parce qu'ils sont, que ce soit Dubreuil dans les années 90 ou de Tourbet sur la Logan, la Kwid et la Kwid électrique, c'est des gens qui ne sont pas fait des amis. De Tourbet, il était connu comme celui qui est capable de dire non à tout. Voilà. Une fois de plus que tous les autres. Voilà. Et donc, quand vous avez cette position comme ça de transgressif, quand après vous revenez en disant ben voilà comment j'ai fait et j'ai réussi, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, il faisait appel à nous comme un observateur extérieur capable de rendre compte d'une pratique qui est consistante, qui est réelle, sans être suspect de plaider pro domo face à des ennemis qui sont les gens du siège, à qui on a dit non pendant tout le projet et qui veulent se venger après. Donc c'est ça l'objectif. Dubreuil disait que j'étais le Saint-Simon, le Saint-Simon du projet Twingo. Et effectivement, quelque part, ces observations-là, si c'était de Tourbet qui les disait au siège, je dirais, on te connaît, etc. Mais le fait que ça passe par un regard extérieur qui soit un regard, je dirais, équipé intellectuellement pour ne pas raconter n'importe quoi et qui soit honnête, quand même, et je crois que c'est ça qu'ils cherchaient. Et jamais ils n'ont... on n'a pas du tout été censurés. Je vous ai montré le verbatim là, de Tourbet, justement, sur la relation avec Dongfeng au moment, fin de l'avant-projet. Je veux dire, il ne nous a pas empêché de sortir ça dans le bouquin. Hein, voilà. Il respectait le fait qu'on était là pour analyser et montrer que c'était non pas une lubie d'un caractériel, même s'il était un peu caractériel, mais une pratique de gestion différente et performante. Voilà. Donc c'était ça. La valeur qu'on lui apportait à lui et à l'entreprise, parce que lui, il pensait vraiment que c'était le bien de l'entreprise, et il l'a montré. Hein. Voilà. Oui. Est-ce que ce modèle d'innovation, de rupture, Oui. vous pensez qu'il peut s'appliquer à d'autres domaines et à quelles conditions?
Alors, premièrement, oui, la réponse est il s'applique. Il y a plein de domaines où c'est beaucoup plus facile de s'appliquer. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la recherche fondatrice de CGS chez Tefal. Je veux dire, chez Tefal, ils ont l'habitude de produire des projets innovants comme ça, à tire-larigot, etc. Par contre, quand ils font un nouveau produit de chauffe-raclette, etc., ils ne mettent pas 650 millions sur la table. Donc c'est un peu plus facile d'avoir je dirais ça, dans le monde de l'innovation, il y a un peu deux modèles, il y a un peu deux étapes. Il y a l'étape du POC, Proof of Concept, le truc chouette, sympa, voilà. Et puis il y a le développement, Real Size, où là, vous signez le chèque, hein, d'accord. Et quand on est dans des produits sans grands investissements, il y a une continuité entre le POC et le développement. Je veux dire, dans Tefal, si vous lisez la thèse de Chappell, vous voyez qu'il y a plein de produits qui ont été développés comme des POC. Et on les a retirés très vite du marché parce que ça ne marchait pas, mais ce n'est pas dramatique. Bon. Dans l'automobile, je dirais, c'est pour ça qu'il y a le stage gate qui a vraiment son sens. Il disait, attention, on va pas balancer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce stage gate et tout. Mais le problème, j'avais fait un article dans PMJ là, c'est qu'on crée par les stage gates une espèce de vallée de la mort. C'est-à-dire que vous avez des labs avec des concepts super. Vous voyez des trucs, c'est génial, mais ça reste des concepts. Ça passe jamais au développement full size. Parce qu'on se dit, oh là c'est trop dangereux, il n'y a personne qui est prêt à voilà. Donc trouver cette notion de développement innovant, c'est l'idée qu'on va avoir une catégorie de projets qui sont à la fois des vrais projets, full size, mais dans des conditions telles que, premièrement, on prend moins de risques. En l'occurrence, là, on le fait avec des partenaires, donc le ticket d'entrée est partagé. On le fait dans des pays un peu exotiques où si on se plante, c'est moins grave que si on bousille notre réputation sur le marché européen pour Renault ou le marché américain pour machin. Hein. Donc on a des précautions, mais on a sauté le pas du POC vers le vrai marché. Et ça permet énormément de choses. On découvre des choses quand on va vers le vrai marché qu'on ne peut absolument pas découvrir si on reste en POC. L'attirance des clients, par exemple. Bon. La Logan, la Logan, au début, je me souviens quand j'ai interviewé Schweitzer, il disait la Logan, le premier segment de marché visé par la Logan, c'était 60 000 voitures par an. Schweitzer avait beaucoup plus de prestance que moi parce qu'il parle très très bien. C'est 60 000 véhicules, c'est grotesque pour l'industrie automobile. On ne va pas construire un segment sur 60 000. Mais si, parce que justement, on voit ce que ça donne. Et ensuite, il y a eu, sur la lignée Logan, 2 millions de voitures. Okay, mais au début, petit. Voilà. Mais petit mais vrai. Petit mais vrai. Avec non seulement l'ingénierie produit, le process, le commerce, etc. On a expérimenté le POC jusqu'au développement, quoi. Jusqu'à la vraie vie. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Parce que sans ça, on peut avoir des entreprises qui se disent innovantes et qui ont vraiment des super concept cars, magnifiques, super, etc. Mais ça reste des concept cars. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je pensais aussi aux enjeux même mondiaux. Oui. Vraiment, est-ce que les dirigeants de ce monde peuvent apprendre de cette expérience pour créer ces alliances, puisqu'on parlait de politique? Ah, vous voulez dire au niveau politique, sur autre chose que des produits? Oui. Joker. On en parlera demain peut-être dans le séminaire UQAM. Là. Parce qu'effectivement, on est dans l'univers quand même Alors ça peut être des services. Alors c'est intéressant, j'ai un autre... J'ai étudié parce que je ne me suis pas arrêté là. Renault a une autre idée folle depuis,
qui était de vendre des voitures à des personnels ruraux sud-Sénégal. Bon, donc des gens qui n'ont absolument pas l'argent pour acheter une voiture d'occasion. Donc tout de suite, là, l'innovation, c'était un service de mobilité électrique pour les gens ruraux du Sud-Sénégal. J'ai dit, ce truc-là, comme la Twingo, je fonce. J'y vais. Donc j'ai mis un thésard dessus. Et puis là, il y a eu un autre unknown, c'était l'Ukraine, avec la Russie qui était 6 ou 7% du chiffre d'affaires de Renault. Donc tous ces projets un peu exotiques. Bon. Donc mon pauvre doctorant, il s'est retrouvé en rade. Donc on l'a sauvé, on a trouvé un super projet de recherche. On pourra en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que là, l'objet de l'innovation, ce n'était pas la voiture. C'était un écosystème qui produit de l'électricité quand on est loin de tout fil, loin de Hydro-Québec, hein, d'accord. Donc une génération solaire locale, une voiture collective, un taxi brousse électrique. Voilà, donc c'était un projet, je dirais, super sur un plan international, bon, qui aurait pu, à mon avis, s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, être avancé beaucoup plus que ça. Bon, là, ça a été encore plus fatal que le Covid. Oui. Merci. En fait, je suis curieuse de savoir, à l'étape du pivot, Oui. À la fin, c'est qui a pris la responsabilité? Parce que c'était un risque. Et est-ce que c'était un risque mesuré ou c'était comme... Est-ce qu'on avait vraiment des certitudes? Parce que finalement, tout ce qui s'est passé autour faisait penser que ce projet pouvait tomber à l'eau. Et finalement, faisant le pivot, bam, c'était un succès. Oui. Donc finalement, c'est qui a pris la responsabilité? Comment cette étape s'est déroulée pour se dire, on y va et on assume ce choix? Oui, alors ça a été une décision qui a été prise par le conseil d'administration d'EGT, où siégeait le patron de Dongfeng, le patron de l'époque de Renault, qui n'était plus que Carlos Ghosn, et Nissan en personnage annexe, parce qu'ils s'en foutaient. Et enfin, il ne faut pas dire ça, il était observateur. Voilà. Et en fait, la décision a été prise très rapidement par les gens de Renault, parce qu'ils avaient cet actif d'une usine de 150 000 voitures par an. C'est quand même un peu dommage de la laisser tomber. Ils croyaient à la voiture. Hein. Et les gens de Dongfeng, en fait, étaient ravis parce que dans les missions politiques du pouvoir chinois pour les industriels, l'idée que des industriels vendent des voitures aux Européens, c'était super, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Hein, voilà. Donc ils ont accepté d'allouer en fait la majorité de la production de l'usine, non pas au marché interne chinois, mais voilà. Et à partir de cette décision qui a été prise au sommet là, en très peu de temps, hein, en mars en période de Covid, en période voilà. Derrière, il a fallu convaincre en fait les gens de marketing, niveau en dessous, hein, de marketing, de commerce, du siège de Renault. Bon, très vite, ils ont vu que Renault, jamais ils branderaient cette voiture Renault. Hein, et ils ont trouvé plein d'alliés chez Dacia. Dacia s'est dit, super, moi je prends. Voilà. Et ils ont eu raison. Alors, au début, ils avaient un peu peur. Alors, ils ont eu une commercialisation en 2 temps. Ils ont commencé, et ça aussi c'est une originalité marketing, ils ont commercialisé cette voiture d'abord en autopartage. Ils avaient une marque qui s'appelait Ziti. Et donc ils se sont dit, oh là, cette voiture, je ne sais pas comment elle va être acceptée par les clients, etc. Parce qu'elle est chouette, hein, mais elle est quand même un peu rustique. Je veux dire, quand on la compare avec la Twingo électrique, qui est sur la même plateforme que la Smart électrique, donc c'est quand même pas exactement... C'est un peu plus rustique. Elle fait le job, mais si vous accélérez, ce n'est pas Tesla. Hein. Voilà. Donc, ils ont fait une commercialisation d'abord en la mettant dans les réseaux Ziti
de location autopartage. Et ils ont vu les réactions des gens, que les gens étaient ravis. Et donc ensuite, ils ont commercialisé en disant, là voilà, la nouvelle, etc. Voilà. Donc ils ont pris leurs précautions quand même un peu. Et ensuite, ils ont joué le jeu. Et puis ça a été quand même beaucoup moins cher que les autres. Et effectivement, alors elle fait le job pour les commuteurs. Hein. Elle fait le job pour les gens qui font 40 km aller pour aller au boulot et 40 km retour. C'est parfait pour ça, absolument parfait. Ça revient beaucoup moins cher, c'est pas cher à l'achat, c'est pas cher à l'entretien, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas une Tesla. Hein, ça, c'est, voilà. Oui. Si je peux me permettre, quelles leçons peuvent être tirées de cette étude de cas-là pour les plus petites entreprises qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens ou la capacité d'absorber autant de risques que ces grands joueurs-là peuvent le faire, ou même les moyens d'aller de l'avant? Alors c'est vrai que dans l'automobile, les petites entreprises, il n'y en a pas des masses. Et vous avez raison. Ceci dit, les petites entreprises ont beaucoup plus l'habitude de pivoter que les grandes entreprises. Les petites entreprises, elles sont beaucoup plus dans des logiques qu'on appelle d'effectuation, donc qui sont drivées non pas par un espoir de valeur qu'ils vont récupérer, mais plutôt par qu'est-ce que je peux faire, les ressources, quelles sont mes ressources. Voilà. Voilà, donc, premièrement. Deuxièmement, à mon avis, l'une des leçons de ce cas, c'est l'importance de la régulation publique. C'est, encore une fois, toute cette histoire-là a été drivée par les trois ministères chinois qui s'occupent de ça, la Commission européenne, etc. Donc, être dans la roue des autorités publiques de régulation, alors ça dépend des pays. Je veux dire, en France, on a je dirais, on a aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de la loi L'Homme, on a des gouvernements qui, touchons du bois, s'intéressent à la mobilité, font des choses pas du tout idiotes sur la mobilité, stimulent des expériences, etc. Et ont comme vocation, je dirais, de capitaliser sur ces expériences et de les étendre. Voilà. Et ça, c'est très astucieux. Et il y a plein pas des start-up, mais des PME françaises sur les nouvelles mobilités, les navettes, les trucs comme ça, qui s'appuient là-dessus, qui n'existeraient absolument pas s'il n'y avait pas cette capacité publique. Alors, c'est une capacité publique qui doit être continue, qui doit être intelligente, c'est-à-dire que l'un des risques des expériences, c'est qu'il y ait plein d'expériences locales où on réinvente l'eau tiède tout le temps pour faire plaisir aux maires, aux députés, aux machins, etc. Donc dans des logiques qui ne sont pas du tout des logiques industrielles, mais des logiques beaucoup plus, j'allais dire, politicardes. Voilà. Hein. Bon, donc, voilà, ma réponse, c'est ça. C'est le poids. Si vous n'avez pas de système de régulation incitatif à l'innovation, ça ne le fait pas. Encore une fois, j'ai commencé par dire que Schumpeter était mort, que jamais le véhicule électrique s'est développé parce que les clients voulaient du véhicule électrique ou les constructeurs voulaient les... Non. C'est de l'innovation administrée. Et c'est comme ça. Je veux dire, on peut le regretter ou au contraire trouver ça génial, mais c'est des enjeux sociétaux et c'est assez normal que ce soit des pouvoirs publics qui prennent en charge le truc. Et donc ça peut s'adresser aux PME comme aux grands groupes. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce concept d'innovation administrée que je trouve vraiment extrêmement intéressant, au-delà de tout ce que vous avez présenté, qui l'est également. Je me posais la question, vous avez présenté l'aspect quand même un petit peu de darwinisme qui est présent à l'intérieur, mais oui. Avant que vous le présentiez, je me posais la question, quelle est la différence avec l'innovation administrée qu'on pouvait avoir en France, par exemple, dans les années 70,
autour du TGV. Bon, là, le côté darwinien, je le vois. Je ne sais pas s'il y a d'autres grandes différences. Et je me pose la question aussi, sur des marchés qui sont plus petits que ceux de la Chine, si ce darwinisme, ce côté en fait extrêmement fort, mais en même temps on va mettre énormément d'acteurs en compétition, puis on va en éliminer, jusqu'à quel point il est envisageable? Alors, si vous dites que dans les années 60, il y avait une politique industrielle en France, je vous répondrais oui. Et on vit aujourd'hui là-dessus. TGV, le nucléaire. Mais c'était une politique industrielle, je dirais, de grands programmes. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que je vais essayer de retrouver un slide absolument magnifique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans la présentation. Là, les grands programmes des années 60, c'est on prend un grand industriel, Thales, Boeing, EDF, machin, et puis on y va. Puis c'est les mêmes, c'est Corpsar des mines chez EDF, au ministère de l'Industrie. Maintenant, il n'y a que des énarques au ministère de l'Industrie. Et donc, voilà. Donc on a perdu cette notion de planification stratégique. Alors, on dit l'état stratège, pipeau total. Je veux dire. Donc on a perdu ça. Mais ce que je voulais dire, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'on a observé en Chine, c'est que dans les années 60, c'était les 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'incertitude quand même. On n'était pas dans des marchés où il y avait du risque. C'était des grands gestes, la force de frappe, Général de Gaulle, et puis derrière les centrales nucléaires, machin. Là-dessus, c'est beaucoup plus proche du modèle, encore une fois, californien, avec plein de start-up. Je ne sais pas si vous connaissez une entreprise qui s'appelle NIO, qui est c'est l'anti-Tesla chinois. Ils sortent des bagnoles en titane qui coûtent plus cher que des Tesla, avec des swaps, donc des innovations tous azimuts. Super. Elle était, je crois qu'elle ne l'est plus, mais avant elle était sur le Nasdaq américain. C'est une voiture extraordinaire. Et c'est une boîte qui a peut-être 10 ans, qui n'existait pas avant. Donc il y a plein d'entreprises qui se sont générées comme ça. Il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Donc on n'est pas du tout dans le modèle des grands programmes étatiques très, très pilotés par un grand groupe, etc. Là, il y a eu une effervescence en Chine d'entreprises qui sont nées complètement avec ce développement du marché bouillonnant sur les vies. Voilà, c'est pour ça que je parle de darwinisme. Dans la programmation planifiée des années 60 en France, c'était pas darwinien. Je veux dire, on savait que EDF n'allait pas faire faillite, ni que Thales... voilà. Il y a eu le Concorde, mais le Concorde n'a pas mis par terre l'aéronautique française, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sur la question de l'échelle, sur un marché plus petit que le marché chinois. Ah oui. Moi, je pense que je pense qu'il ne faut pas raisonner, faut raisonner par grandes plaques. C'est-à-dire, c'est typiquement pour ça que je vous ai parlé de l'Europe, je ne vous ai pas parlé de la France. Il y a clairement l'Europe, la Chine, les États-Unis ou l'Amérique du Nord. On a compris ce matin que le Canada était un petit peu comme ça, contraint par les États-Unis. Oui, je pense qu'il faut... parce que là, on est sur un marché qui est très capitalistique et donc il faut de la taille. Sur d'autres produits, on serait beaucoup moins... on pourrait faire des niches un peu plus locales. Mais, voilà. OK. Merci beaucoup. Au nom de Mosaïque, on fait un petit cadeau à Christophe. Oh, ben merci. Un ouvrage que l'on a fait, mais avec un point qui est important. Tu as dit plusieurs fois, et puis je suis assez d'accord, Schumpeter est mort, ce qui est vrai, mais deux choses. Il y a plusieurs Schumpeter. Le jeune Schumpeter est mort, c'était le Schumpeter des années 1911, quand il regardait les start-up, etc., se développer.
puis il y a Schumpeter des années 42, lui, il voit les grandes entreprises se former, s'intéresse aux centres de recherche, etc., les grands développements des grandes firmes. Et puis, notre idée, c'est que si Schumpeter était vivant aujourd'hui, il coécrirait avec Christophe. J'en suis vraiment convaincu. Donc, c'est pour te repenser Schumpeter. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, il y a eu Logan, il y a eu l'Odyssée Spring, on attend la prochaine aventure de C'est vrai que peut-être la parole à... C'est pour que je révise mon Schumpeter, c'est ça? Lecture de chevet. Ah ben non. Donc, merci encore. Et puis, on voulait, au nom de Maud, du département de management et de Mosaïque, souligner cette belle première collaboration. Donc, on espère qu'il y en aura bien d'autres. Souligner le travail magnifique de Anya. Je ne la vois pas, mais elle est là. Donc, merci pour l'orchestration de ce bel événement. Et puis, moi, j'ai été beaucoup frappée par certaines idées, certaines phrases, que le multiculturel est important, qu'il fallait travailler entre firmes, entre individus pour avoir des nouvelles idées. Et donc, comme je suis la directrice exécutive de Mosaïque, je ne pourrais pas vous laisser passer un verre de vin que vous avez mérité avant tout, sans vous glisser un mot sur notre 15e édition anniversaire de l'école d'été, qui se déroule du 21 juin au 8 juillet. Donc, je sais, dans la salle, il y a plein d'alumni. Qui ne connaît pas l'école d'été ou ne l'a pas fait? Levez la main, levez la main. Eh bien, voilà, venez me voir après autour d'un verre de vin, et puis je vais essayer de vous convaincre à vous inscrire pour une aventure de co-création autour de très beaux challenges, en fait, avec beaucoup d'innovation sociétale aussi. Donc, sur ce, merci encore.